Je suis née dans un pays constitué d'une mosaïque des peuples aux origines lointaines. Mon nom est Rona Hartner. Je suis une artiste franco-roumaine. Depuis toute petite, je cherche dans ces communautés mes racines réelles et imaginaires. À l'âge de mes 25 ans, peu de temps après la chute du communisme, je m'envolais pour la France. Je laissais derrière moi une Roumanie à l'histoire aussi fragmentée que la mienne. Revenir aujourd'hui en Roumanie, c'est partir à la découverte de ces communautés aux cultures et aux traditions qui résonnent en moi. J'ai choisi de débuter mon voyage aux portes de fer, car c'est ici que le Danube sépare la Roumanie du reste des Balkans, et autrefois, elle symbolisait un point d'entrée des peuples et des cultures sur le territoire roumain. Ça y est, me voilà aux portes de fer. Petite, j'imaginais d'immenses murailles infranchissables, derrière lesquelles toute la Roumanie était enfermée. Je crois que je confondais les portes de fer avec le rideau de fer. Aujourd'hui, devant ce paysage, je vois tout autre chose. Je vois un fleuve, un miroir. Je vois une ligne de vie qui m'invite à la rencontre et à la découverte de tous ces peuples qui représentent le peuple roumain, l'âme roumaine. En Roumanie, chaque village raconte une histoire issue d'un brassage multiculturel inouï. Et maintenant, c'est ce que je vais chercher ici dans ce périple. Je vais partir, trouver l'âme roumaine là où elle se cache. À la croisée des chemins entre l'Orient et l'Occident, la Roumanie abrite une vingtaine de communautés ethniques différentes. Pendant ce voyage, j'irai au-devant de 4 d'entre elles qui ont marqué l'histoire de mon pays, nourri les récits de mon enfance et forgé ma sensibilité d'artiste. L'itinéraire de mon voyage traversera tous les grands reliefs du territoire roumain. Des monts Apuseni qui abritent encore dans leurs forêts un peuple des montagnes, au plateau de Transylvanie, terre de rencontres où se sont enracinés des tziganes, en passant par la région enchantée du Maramureș, malmenée par l'histoire, avant de finir mon voyage près de la frontière avec l'Ukraine, en Bukovine, dans une bergerie nichée au pied d'alpages verdoyants. Les monts Apuseni marquent les premiers contreforts de la chaîne des Carpates. Sur ce territoire montagneux, grand comme le Luxembourg et recouvert de vastes forêts, vivent 15 000 Mozi. Dès l'Antiquité, ces montagnards aguerris se sont réfugiés dans ces forêts d'altitude qui, naturellement, offraient le gîte et le couvert ainsi qu'une protection contre les envahisseurs. Tels des robins de bois des montagnes, les Mozi ont ainsi résisté à tous les grands empires, romains, tatars, ottomans, jusqu'au régime communiste de Ceausescu. On dit d'eux qu'ils seraient les descendants directs des Dacs, un des premiers peuples de Roumanie. Chaque Roumain se revendique de cet instinct rebelle Mozi. Adolescente, je chantais du punk rock et luttais dans la rue contre le communisme. J'avais étudié à l'école la révolte d'Avram Iancu, jeune leader Mozi, qui souleva en 1848 une armée de montagnards contre les Austro-Hongrois. Y a quelqu'un dans la maison?
L'histoire nous racontait qu'un instrument de musique, le tulnik, joué par les femmes, avait été une arme redoutable qui décida du succès de sa rébellion. Je peux vous aider? Ah, bonjour! Bonjour. Je voulais vous demander, je suis venue ici car je cherche à comprendre la vie des Motsi. C'est votre atelier? Je suis le propriétaire en personne. Il me vient de mon père et avant de mon grand-père. Et s'est établi au milieu de la pièce. Il nous permet de fabriquer des tonneaux et des tulniks. C'est un travail réservé aux hommes? Ah oui, que les hommes, pas les femmes. Les femmes, elles jouent du tulnik. Ou elles travaillent sur le métier à tisser. Elles fabriquent des serviettes, des tapis. Ah, c'est beau. C'est une passion pour vous, ce travail du bois? C'est ça que j'ai appris et que j'aime faire. En hiver, je passe tout mon temps à l'atelier, sauf quand je me laisse déranger par la télé. Faut bien se tenir au courant des nouvelles, voir ce qui se passe dans le pays. Ça fait à peine 20 ans qu'on a l'électricité ici. Et qui habite au village à l'année? Ceux qui sont là depuis toujours. Au village, il y a une vingtaine de familles, sans compter celles qui sont éparpillées dans les montagnes. Ici, sur les hauteurs, on ne vit pas comme dans les villes de la vallée. Et tout ce bois que vous travaillez, d'où vient-il? Mais de la forêt, on ne voit que ça sur les versants de la montagne. Aurel m'amène dans la forêt pour choisir l'arbre avec lequel il fabrique des tulniks et d'autres ustensiles nécessaires à leur quotidien. Combien de fois par an vous allez chercher du bois? Il y a 2 grosses coupes de bois, à l'automne et au printemps. Ah, Ensuite, on le ramène au village. On le débite, le transforme, puis on le met à sécher. Comme ça, pendant tout l'hiver, on a de quoi travailler. donc tout est en bois. Tout. Les anciens n'avaient que la hache et la force de leurs bras pour faire leur maison. Et c'est la forêt qui vous a toujours fait vivre? Quoi d'autre? Sur les hauteurs, on n'a rien d'autre que la forêt pour vivre. Ah, c'est beau. C'est la vie des Motsi. Et on s'y fait. Il y a un bois particulier pour chaque usage? Oui, chaque objet a son bois. C'est celui-là? Oui, c'est l'arbre qu'il faut pour le tulnik, de l'épicéa. Le sapin, ça n'irait pas. C'est une essence trop difficile à travailler. C'est pour ça qu'on choisit l'épicéa. Et pourquoi la forêt est-elle si importante dans la vie des Motsi? Parce que c'est elle qui nous fait vivre. Mais vous vous sentez pas isolé ici? Non, on est entre nous. Personne ne nous dérange. Vraiment? On cultive nos patates, on élève nos animaux, nos cochons, nos vaches. Vous êtes heureux? Comme des coqs en pâte. Le loup, c'est la forêt qu'il aime. Et l'ours aussi. Ici, c'est chez nous. Pourquoi on dit en Roumanie que les Motsi sont un peuple rebelle? On dit que 2 révolutions sont parties d'ici. C'est vrai, 2 révoltes. Et ça a vraiment commencé avec les appels des tulniks? On passait le message avec les tulniks. Et les gens se sont soulevés. Ils sont partis du village d'Avramyankou. Ah oui, oui, pour se battre. Ouais. Et la résistance anticommuniste des montagnes, elle était là aussi, non? Oui, car ici, on pouvait se cacher. Il n'y avait pas de route comme aujourd'hui. À l'époque, si on partait se cacher en montagne dans la forêt, la police ne pouvait pas vous retrouver. La forêt et l'isolement, ça vous a aidé à préserver cet instinct rebelle? Oui, certainement. Et l'air de la forêt qu'on respire n'y est pas pour rien. Si jamais quelqu'un vous forçait à quitter la forêt, seriez-vous prêt à mourir pour la défendre? Oui, on ne l'abandonnera jamais. C'est à nous et à nos enfants. Notre travail et notre liberté en dépendent. On n'a que ça.
Bonjour. Je vous ai entendu au loin. Qu'est-ce que vous faites? Je cueille des fruits des bois. Des myrtilles rouges, des noirs. Comment ça se cueille, les myrtilles? Avec un peigne, comme ceci. Waouh, génial. Il y en a partout. Et là, il y en a encore. Ici aussi. Plein de myrtilles. Oui. Et ça pousse toute l'année? D'habitude, il y en a plus, Oui. mais c'est pratiquement la fin de saison. Et que faites-vous avec les myrtilles? De la bonne confiture. Ah bon? De délicieuses crêpes fourrées à la myrtille. On fait également du sirop pour la toux. Avec les érelles, on fait aussi du sirop et de la confiture. Ces petites baies rouges, on les appelle aussi érelles. Ah, c'est ça alors? C'est ça. J'apprends enfin que les rouges sont des érelles. Vous savez, j'aimerais beaucoup apprendre à jouer du tulnik. Oui, essayons. On pourra voir comment vous vous débrouillez. Mais c'est difficile? Vous avez vite appris pour les myrtilles. Vous y arriverez aussi pour le tulnik. D'accord. Le secret, c'est le positionnement des lèvres. Ok. Serrez bien les lèvres et tout l'air doit y entrer. Pensez à faire un peu comme ça avec vos lèvres. D'accord. Vous expirez tout l'air dans le tulnik sans rien perdre sur le côté? Il faut pincer vos lèvres pour faire rentrer tout l'air ici. Je peux essayer? Avec vos conseils, ça devrait être bon. Bouche serrée, faites passer l'air et faites un peu de bruit. Bravo, vous voyez? Et oui, j'ai réussi à aller dans les aigus. Wow, vous en avez du souffle. Et ça se perd, cette tradition? Non, elle se perpétue. J'ai appris à toutes mes petites filles à en jouer. Elles savent en jouer. La tradition est loin de se perdre. Seules les femmes jouent du tulnik? Ah oui, seulement les femmes. Cet instrument est celui des femmes. On en joue pendant les fêtes. À l'époque, c'était notre seule distraction. Pas de téléphone, pas de Facebook. Alors entre nous, on jouait du tulnik. On s'amusait à savoir laquelle connaîtrait le plus de mélodies. Et que représente le tulnik? Dans le pays, on l'utilise depuis toujours. C'est l'instrument le plus ancien. Depuis longtemps? Oui, depuis des siècles. Les femmes en jouaient pour faire passer des messages. Est-ce que dans l'histoire, le tulnik a aidé les motis? Ah oui, quand il y avait une annonce, on prêtait l'oreille pour savoir ce qu'il fallait faire, se réunir, se mettre en marche. Soit l'appel au combat, soit la transhumance des troupeaux, soit une demande d'entraide dans les champs. Ce n'était jamais anodin, c'était pour communiquer. Eh oui, et ça les a aidés. Tous les grands soulèvements sont partis des environs. Au XIXe siècle, quand il y a eu le soulèvement d'Avram Yankou avec son armée, c'est le tulnik que les femmes ont sonné pour appeler les hommes au combat. D'une montagne à l'autre, au son du tulnik, partout les gens se rassemblaient pour Avram Yankou. Et les gens savaient que c'était le signal pour partir à la guerre? Oui. Et il est comment cet appel au combat? Jouer du tulnik devant ces forêts surplombant les vallées est le plus beau cadeau que les motis pouvaient me faire. Les sonorités puissantes de cet instrument de musique m'invitent par-delà l'écho des montagnes à rester à la fois une artiste et une rebelle à la fibre engagée. Je poursuis ma quête en direction du plateau de Transylvanie,
qui signifie en français la région au-delà des forêts. Réputée pour la diversité de ses paysages et ses villages saxons aux couleurs bigarrées, la Transylvanie est depuis toujours un haut lieu de commerce où se sont mêlés des peuples venus d'Europe et d'Asie. À l'instar des Tziganes qui ont trouvé du travail auprès des fermiers saxons établis dans la région depuis le XIIe siècle. Les Tziganes, peuple nomade aux origines lointaines et à l'histoire fabuleuse, à la fois adulés et rejetés, questionnent l'essence même de ma humanité. Je me suis toujours sentie l'âme d'une Tzigane libre et vagabonde. Dès que j'ai pu me rapprocher de leur culture, je l'ai fait, à travers mes chansons et en jouant des rôles de Tziganes au cinéma, comme dans le film de Tony Gatliff, Gadjodilo. Au village de Brateiu, je viens retrouver Traian, chef tzigane de Căldărari. Les Căldărari se sont sédentarisés il y a quelques générations et depuis toujours pratiquent le métier de chaudronnier. Je me demande bien ce qui a pu pousser ces tziganes au sang nomade à devenir propriétaires de maisons aux allures de palais. C'est bien ici la maison de Monsieur Traian? Bonjour. Bonjour Madame Rona. Enchantée. Bienvenue chez nous. Ravie de vous rencontrer. Ça fait des années que je suis curieuse de connaître votre façon de vivre. Wow, c'est un véritable palais. Oui, c'est un palais de tzigane. Et vous vivez tous sur le même toit? Oui, tout à fait, en famille. Voilà le doyen. Bonjour. C'est mon père, il est de la génération avant nous. Il a 70 ans. Là, c'est notre génération, celle de ma femme et moi. Eux, ce sont nos enfants, notre belle-fille. Et voilà la dernière génération, ce petit bonhomme. Ah, il est trop chou. Lui, c'est la 4e génération de la famille. Hélas, la 5e n'est plus là. Mes grands-parents se sont éteints en 2016. Ils avaient presque 90 ans. Mais c'est déjà énorme de vivre à 4 générations dans une maison. Oui, vivre en famille est une tradition tzigane. C'est le garçon de la maisonnée qui garde la responsabilité des parents. Les filles, elles partent dans leur belle famille et les garçons restent. Comment se fait-il que vous soyez devenu chaudronnier? Te raconter notre histoire avec exactitude, à la virgule près, ce serait très difficile. Bien sûr, ça n'a pas été écrit. Il n'y a pas eu d'écrit précis sur nous. Mais des professeurs d'université ont fait des recherches et disent que nos racines se trouvent quelque part au nord de l'Inde. Mais tout ça, ce sont des choses incertaines pour moi. Ce dont je suis sûr, c'est que nous ne sommes pas devenus chaudronniers à ma génération. Nous sommes nés chaudronniers. Et nos familles vivent de la chaudronnerie depuis plus de 500 ans. Vous seriez donc à Brateiu depuis 500 ans? Plus de 500 ans. À cette époque, la région était surtout dominée par les Saxons. C'étaient de gros travailleurs, des fermiers. Et ce dont ils avaient besoin pour leurs exploitations, c'est justement les produits que nous, les Căldărari, fabriquions. Des chaudrons, des alambics, des seaux, etc. Et maintenant, vous construisez ces grandes maisons, alors qu'avant, vous aviez des maisonnettes? Même pas des maisonnettes, des tentes. Mes arrière-grands-parents et mon père aussi, d'ailleurs, vivaient dans des tentes. Ils n'avaient ni maison, ni eau, ni électricité. Et ils fabriquaient déjà des alambics? Pas seulement. Ils faisaient aussi beaucoup d'artisanat. Tu travailles, tu fais un métier d'art. On sait ce qu'on fait, on sait qui on est, et pour nous autres, ça nous suffit. Même si certains nous traitent de moins que rien. Nous, on sait qui on est.
c'est récuré et tout propre. Votre femme montrait les objets que vous fabriquez. Oui, c'est l'art qui sort de mes mains. Et ça me fait très plaisir que tu aimes. J'aime beaucoup. C'est juste quelques objets parmi tous ceux qu'on fabrique. Et tu fais combien de pièces par an? C'est très difficile à dire. Beaucoup. Une centaine? Oui, je crois. Ou 200? Et tu as vu, je chauffe au feu, je le retire et ainsi de suite. C'est tout un art de façonner les différents objets. Et c'est grâce à ça que vous avez bâti ces grandes maisons? Il faut que tu comprennes une chose. Je t'ai dit que nos aïeux vivaient sous des tentes. Même s'ils ne voulaient plus être itinérants, ils n'avaient pas les moyens financiers pour s'acheter une maison. Ils étaient condamnés à voyager sur les routes. Par exemple, à Brateiu, on restait le temps de fabriquer les objets. On pouvait y rester 1 an. Une fois qu'il n'y avait plus de travail, tout le monde ramassait son barda. On chargeait la charrette et hop, on reprenait la route pour un autre hameau. Donc la légende que les Roms aiment circuler n'est pas vraie. Vous aspirez à vous fixer et à être tranquille. Oui, eux, ils étaient contraints par les circonstances de la vie. La nécessité de faire du commerce les a obligés à devenir... Nomades. Nomades, voilà. Ce sont mes grands-parents qui ont posé la première pierre dans les années 60. De tous les chaudronniers, mon grand-père a été le premier à avoir acheté une maison. Il a dit « j'en peux plus de la route ». Il voulait scolariser ses enfants, dont mon père, pour qu'ils étudient. Résultat, ce que tu vois aujourd'hui dans le village, c'est de la pure ambition. C'est une satisfaction pour nous d'avoir des palais, alors que nos grands-parents et arrière-grands-parents ne pouvaient même pas y rêver. Nous construisons aujourd'hui par honneur et fierté, avec de l'ardeur. Et d'ailleurs, si tu regardes, dans tout le village, il y a cette concurrence entre nous, cette émulation à qui aura la plus belle maison. À cela s'ajoute ce désir de laisser quelque chose derrière nous. En partant, Trajan m'invite au baptême de sa nièce, qui a lieu au village voisin. Je ne résiste pas à l'envie de m'y rendre et d'enfiler pour une fois ma tenue de soirée. C'est le baptême. Je vais voir là le sens de la fête chez les Roms. Ils ont le sens de la fête. Ils ont ça. Là, on vit une fois pour toutes. Oh, ah. La fête tzigane rassemble tous les âges et toutes les classes autour du souvenir jamais éteint d'une vie passée sur les routes, à dormir sous la tente, par tous les temps au coin du feu. Vivre sans renoncer à ses traditions, être ce qu'on est sans avoir peur du qu'en dira-t-on, sont autant de leçons que me donne l'école de Rach. Je continue vers la 3e région de mon voyage, le Maramureș. À cheval entre l'Ukraine et la Roumanie, entrecoupée de montagnes, de lacs et de forêts, elle fut régulièrement ravagée par les invasions turco-mongoles et annexée par les puissances d'Europe centrale. On dit que devant l'ennemi,
Les populations n'hésitaient pas à démonter leurs maisons et leurs églises pour les reconstruire une fois la paix revenue. Le soir, au coin du feu, mes parents me parlaient régulièrement de ces peuples-là du Nord, dont la spiritualité transcende la mort et donne goût à la vie. J'arrive au cimetière de la Joie, là où je vais rencontrer 3 pleureuses. Je suis impatiente de les rencontrer. Je veux voir cette richesse de la résilience romaine, de la nature optimiste, de tout ce qui est caché ici dans ce cimetière de la Joie. Le cimetière joyeux a été conçu dans les années 30 par Stanion Petrache, un ébéniste amoureux du bleu et de la joie. Il voulait que la mort soit une ode à la vie. Chacune de ces 100 stèles raconte, tel un livre ouvert à la première personne, plus d'un demi-siècle de la vie des gens de campagne. Anna, Annika et Katrina sont parmi les dernières pleureuses de Roumanie. Elles me font penser à ma grand-mère qui avait éveillé à moi ce don des larmes qui ouvrent au deuil. Bonjour. Bonjour. Vous m'avez fait pleurer. Oui. On a vu. Tu te sens mieux? Oui. D'où vient ce don de pleureuse? Quand j'avais 9 ans, ma mère m'a appris à chanter les pleurs à la mort de ma sœur cadette. Elle nous a expliqué comment la pleurer et depuis, j'ai continué à le faire. Au village, on a vu que ma voix s'était développée. Alors ma famille m'a fait pleurer quand ma grand-mère est morte. Puis je l'ai aussi fait pour mes oncles et tantes. En quoi une pleureuse aide sa communauté? Elle arrive à toucher le cœur de chacun avec les bons mots. Elle aide à pleurer. En pleurant, on se libère, on se soulage à l'intérieur. C'est mauvais de garder ça en soi. Ça rend malade. Eh oui. Mais ceux qui n'arrivent pas à pleurer le mort, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un problème. Ah bon? Ils sont devenus durs à l'intérieur. Ils ont le cœur pétrifié? Oui, comme une pierre. Ah oui, c'est pas bien. Pour être à l'équilibre, la personne doit rire et pleurer. Quand on pleure, on se décharge. C'est comme un médicament pour la tension. C'est terrible de ne pas pouvoir pleurer. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils conservent la tradition? Ils chantent ces lamentations? Certains, oui. Enfin, beaucoup ne veulent pas. Ils ne veulent pas? Mais si, les jeunes qui sont restés au village pleurent avec nous. Ils nous accompagnent. Pour la famille, pour leurs grands-parents ou pour leurs voisins, ils viennent. En ville, on a honte de pleurer en public. Alors ceux-là ne viennent plus. On dit que les morts vous prêtent leurs mots. Comment faites-vous? Ça nous revient à la mémoire. Au village, on connaît la vie de chacun. Alors, on s'inspire de cette vie en communauté. Bon, les mauvaises choses, on n'en parle pas. J'ai lu sur une croix, Seigneur, belle-mère est partie, mais s'il avait tardé 3 jours de plus, c'est moi qui serais partie à sa place. Et encore, enterrez-la bien profondément, qu'elle n'en sorte surtout pas. Marchez doucement pour ne pas la réveiller, parce que si elle revient, elle va tous nous achever aussi la marâtre. C'est pour ça qu'il est joyeux, ce cimetière? Oui, il est justement joyeux grâce à ses amusantes descriptions. Pour chacun, selon sa propre vie. C'est pour ça que moi, j'aimerais être enterrée ici, à condition que je rédige moi-même mon épitaphe. Et vous voulez mettre quoi? J'ai le temps d'y réfléchir avant ma mort. J'espère bien ne pas mourir avant 100 ans. Non, non, ne
ne vous pressez pas, on a besoin de vous. Au fait, d'où vient cette tradition de pleureuse? Du peuple roumain. Le peuple roumain, depuis ses origines, a chanté sur tout. C'est le rôle des pleureuses de sensibiliser. Au chagrin, à la mort, aux naissances, à la joie. Elles l'ont fait sur tout. Surtout. Oui. Anna, Annika et Katrina me rappellent que les rires ne sont rien sans les pleurs. Pleurer est un acte nécessaire pour ressentir la vie et dépasser la mort. Comme chez ce peuple du Maramuresh qui pratique encore ce rituel, je ne veux plus jamais cacher mes émotions ni empêcher mon cœur de battre. Quand j'ai passé mes vacances chez mes cousins du Maramuresh, j'entendais parler de plein d'histoires sur des maisons et des églises en bois transportables. Dans ma tête d'enfant, je les imaginais disparaissant dans la forêt devant les envahisseurs. Je n'ai jamais su quelle était la part du mythe ou de la réalité. Je profite de ce passage dans la région pour aller redécouvrir l'une de ces constructions emblématiques qui a traversé le temps. Bonjour. Bonjour. Vous cherchez quelque chose? Je cherche une petite église en bois. Il y en a une là-haut sur la colline. Ici? Oui, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Ces campagnes boisées abritent des églises en bois vieilles de plus de 400 ans qui ont su résister aux invasions, au communisme et à la récente désertion des campagnes. Morioka, qui m'a donné rendez-vous à Călinești, est issue d'une longue lignée de charpentiers. Auprès d'elle, je viens écouter la véritable histoire d'une petite église en bois qui a été transportée d'un bloc. Quelle belle église! Oui, elle est vraiment superbe. C'est l'héritage des peuples du Maramuresh et des Roumains. Elle est toute en bois? Oui, et elle a une histoire fabuleuse. Avant, cette petite église était en bordure du village. On raconte qu'au XIVe siècle, elle faisait partie d'un monastère de moines et que ces moines ont prié Dieu pour qu'il leur envoie un signe, pour leur indiquer où déplacer l'église qui risquait de tomber dans un ravin. Une nuit, un des moines a fait un rêve qui lui disait « Quand tu trouveras un endroit avec 3 bougies allumées, c'est là que tu déplaceras l'église. » Il trouva les 3 bougies ici. Avec l'aide des villageois, il fit déplacer l'église d'un bloc. On l'a déménagée? Oui, sur des rondins, à l'aide de 18 bœufs. Et que sait-on sur le bâtisseur de cette église? C'était qui? Il n'y avait pas qu'un seul bâtisseur. Jadis, tout le village contribuait. C'était un travail collectif, parce que l'église était leur maison de cœur, où ils se rassemblaient pour rencontrer Dieu. Pourquoi on ne l'a pas construite en pierre? La pierre est dure, elle est forte, elle est résistante. Pourquoi avoir préféré le bois? La pierre est un matériau lourd. Les églises auraient été intransportables. Les gens du Maramuresh ont préféré ce qui les représentait, le bois. Si une pièce de bois cédait, ils savaient la retirer, la remplacer. C'est toujours le cas aujourd'hui. Les charpentiers savent quoi faire pour que le bois résiste dans le temps. Et lors des invasions, comment ça s'est passé? Ça dépend par quel côté ils arrivaient. Le village a eu 3 églises. 2 auraient été brûlées lors des invasions tatares. Quand ils arrivaient, ils brûlaient le village. Celles qui étaient cachées dans la forêt, ils ne les voyaient pas. Et du coup, les Tatars ne savaient pas?
Oui, c'est comme ça que beaucoup d'églises ont pu leur échapper. Que représente cette église ici, dans cette histoire si mouvementée? La force de la foi. Parce que malgré tous les peuples qui se sont abattus sur nous en voulant nous anéantir, la foi en Dieu ne nous a pas abandonnés. À chaque invasion, les Tatars brûlaient nos églises et nos villages, mais les gens du Maramuresh ont toujours reconstruit. Même si aujourd'hui, le monde moderne qui arrive d'Occident par l'Europe a réussi peu à peu à nous déraciner et à ne plus nous faire croire dans le mystère du bois. Pour autant, nous n'y renonçons pas. On s'adapte à la modernité. Et ce que l'on porte en nous, personne ne pourra jamais nous l'enlever. Je prends conscience à travers ces rencontres à quel point l'esprit communautaire de ces campagnes subsiste aujourd'hui grâce à ces rituels et à ces traditions, et à quel point ils sont un des patrimoines les plus précieux du Maramuresh. Je poursuis mon chemin vers la région de Bukovine, de l'autre côté des Carpates en direction de la mer Noire. Ce pays reculé abrite une importante communauté originaire d'Ukraine, les Otsoul, qui depuis toujours élèvent leurs troupeaux dans des bergeries de montagne. Dans ma quête, les bergers Otsoul de Bukovine représentent l'âme pastorale de chacune de toutes les communautés qui vivent en Roumanie. Ils sont la dernière pièce de mon puzzle identitaire et artistique roumain. Sur les hauteurs de Moldovica, je suis accueillie par un père et son fils, Georges et Nicu, qui sont bergers dans la plus pure tradition Otsoul. Je viens percevoir auprès d'eux l'extraordinaire de la nature dans l'ordinaire de leur métier. Le fromage du matin. Vous préparez tout le fromage une fois par jour? Je le fais une fois. Je mets ça là. Et ensuite? Je le fais goûter encore. Faut pas se précipiter. Quel délice! Ça sent le lait des brebis. Brebis, vaches et chèvres. Chèvres aussi? Mais oui, on mélange tout. Ce lait est sain. Parce que la brebis choisit elle-même la meilleure nourriture. Elle ne mange pas n'importe quoi. Elle broute un peu ici, un peu là. Elle sent pour voir si ça lui plaît. Si elle n'aime pas l'odeur, elle laisse. Ah, c'est pour ça qu'elle ne s'empoisonne pas, hein? Elle ne mange pas des champignons. Si, elle mange les champignons, mais pas les vénéneux. Elle goûte et elle recrache. Et là, il y a combien de kilos? Là, ça fait 15 kilos. 15 kilos? Waouh! 15 kilos que vous portez d'une main? Tant qu'il est malléable, on ne peut pas le laisser. Quand la présure fait effet, ça devient du ciment. Il faut pétrir tant que c'est malléable, sinon ça pourrit. Et là, c'est bon? Remue-le un peu. Avec ce bâton? Remue, remue, pour que ça prenne pas un goût fumé. C'est l'astuce, sinon c'est fumé. Le gras se pose au fond et ça brûle. Qui mangera ce fromage? Il vivra 1000 ans. Non, mais c'est plus sain. Bien sûr que c'est sain. Regardez-vous, vous avez la forme. Oui, mais je suis vieux. J'ai 60 ans. Eh, ça ne se voit pas, hein. Vous ne le faites pas. Seul au milieu de la nature, le berger prend des allures de poète. Dans l'imaginaire collectif du pays, il passe le temps en sifflant des ballades. Ces airs traditionnels appelés doina sont connus de chaque Roumain et racontent l'émerveillement de l'homme face à la nature. Dis-moi, Nicu, qu'est-ce que tu ressens ici quand tu es au cœur de la forêt? De la tranquillité.
Je me sens comme chez moi. Ah ouais? Comment tu fais pour ne pas perdre des brebis? Ça, c'est l'affaire de mon chien, Churub. Mais je t'entends pousser une sorte de cri. Oui, elles m'écoutent. Elles connaissent ma voix. Quand je leur crie de marcher, elles marchent. Quand je crie d'arrêter, elles s'arrêtent. Ah, tu ne pourrais pas leur dire de s'arrêter un peu? Je vais les arrêter, mais là-haut, pour qu'elles me voient. Il est encore loin ton pâturage? 1 kilomètre. Toujours à monter? Oui, rassure-toi, un moment ça devient plat. Viens, Churub. Churub chante. Il chante pour que les chèvres l'entendent. Allez, va chercher la chèvre. Stop, Churub. Va chercher. Ramène. Ramène les chèvres. C'est ça. Mais comment il te comprend, Churub? Il est intuitif, il sait. Et il comprend la langue des humains. Surtout le roumain. Ah ouais? Viens ici. Viens. Viens là. Monte. Allez, chante. Il chante devant le bâton? Quel chanteur! Bravo, Churub! Combien de temps par an tu passes dans les alpages? 4 mois et demi. En gros, de mi-mai à mi-septembre. Vous marchez beaucoup, hein? Tu fais combien de kilomètres par jour? Environ 25 à 30 kilomètres. Tout ça pour qu'elle broute la meilleure herbe? C'est ça. Donc ton souci, c'est les ramener à la maison bien replète. Et comment tu sais quand il te manque une brebis? C'est simple. Je sais déjà à peu près lesquelles sont les vagabondes. Elles ne le sont pas toutes. Alors je regarde pour voir si les vagabondes sont là ou pas. Comment ça, des brebis vagabondes? Elles se faufilent et se font la malle en douce. Quel est le plus grand danger pour les brebis? Le loup. Le loup? Le loup. Pourquoi? C'est le loup qui en prend le plus. L'ours, quand il vient, il en prend une, la mange et c'est fini. Alors que le loup, il les tue toutes s'il les trouve. Il est comme ça, le loup. Tueur. Il faut avoir beaucoup de chiens et qu'ils soient braves. Si les chiens sont bons, ils flairent le loup. La Mioritza est une doïna nationale que tout Roumain apprend à l'école. Ce poème raconte l'histoire d'un troupeau de brebis qui alerte son jeune berger d'un complot mortel. Mais au lieu de prendre peur et de s'enfuir, le pastoureau choisit de rester avec ses moutons. Accepter sa destinée comme le ferait un héros romantique est l'essence même de la nation roumaine. On dit que la doïna est née ici, chez les bergers. Oui. Toi, tu chantes la doïna? Oui, même avec une feuille. À la feuille? Il existe des feuilles pour souffler? Des feuilles de hêtre. Passe-moi une feuille. Oui, oui, je vois. D'ici demain, j'y arriverai. Ça y est, vous avez appris. Tu as toujours voulu être berger? Oui, à 5 ans, je savais déjà que je voulais être berger. Mon père a toujours été berger, et dès que je pouvais, je montais à la bergerie pour lui donner un coup de main. Je le faisais seulement en été, quand il faisait chaud. Tu restais tout l'été? J'y passais 2 ou 3 semaines. Personne ne me forçait à venir. Ensuite, je retournais à l'école, et quand j'ai fini les 8 premières classes, je suis définitivement devenu berger. Je pourrais pas faire un autre métier. Je penserais tout le temps à mes bêtes.
T'es attaché à tes bêtes? Très attaché. Je pourrais pas les abandonner ou les vendre. Et dans la région, il reste beaucoup de bergers? Il y a 15 ans dans le coin, tu pouvais compter une trentaine de bergeries. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 2. Les bergers disparaissent? Oui. Tu souhaites le transmettre à tes enfants? Ils en ont envie? Pour l'instant, ils veulent. C'est bien ça. Mais ils sont encore petits. On verra quand ils seront grands. Les plans, ça change du jour au lendemain. Vous parlez encore d'une montagne à l'autre? Oui, on huche. On huche parfois pour voir si quelqu'un répond. Et parfois, quelqu'un répond. Et on peut parler aux gens qui sont là-bas, là-haut? On essaye? Oui. Montre-moi. On peut crier autant qu'on veut. Je crie autant que je veux. De plus en plus, être berger s'apparente à une vocation. Je vois ces hommes comme des gardiens du temps, un trait d'union entre le peuple roumain et la nature. Avant, à l'époque communiste, c'était comment pour le berger? À l'époque, on était obligé de rester berger. On n'avait pas le choix. On pouvait aller nulle part ailleurs. Si tu traversais la frontière pour aller gagner ta vie, on pouvait te tuer. C'est pour l'argent que les gens sont partis. Oui, on a abandonné la terre pour les sous. Comment vous êtes venu cette vocation de berger? Qu'est-ce qui vous a motivé? J'ai fait comme mon père. Il avait des moutons, j'en ai eu de plus en plus. De 10, je suis passé à 20, puis de 20 à 30, et de 30 à 40. Toute la vie avec les moutons. Avec ça, on n'a plus le temps d'aller danser en boîte, ni d'aller au troquet. Il faut être là. C'est une belle vie, mais il y a beaucoup de travail. Quelle belle vie. Belle quand vous êtes là juste un moment et qu'il pleut pas. À la bergerie, il faut être présent jour et nuit. Jour et nuit. Toujours derrière le cul des moutons. Vous les aimez, vos moutons, n'est-ce pas? Bien sûr, chacun aime son métier. Si je l'aimais pas, autant laisser tomber. Et tu connais chaque brebis? Absolument. Elles ont des noms? Non. Enfin bon, on les appelle quand même. On leur donne des surnoms comme yeux noirs ou petite pelle pour la tache aux pieds, tache de rousseur, grandes oreilles, petites oreilles. Chacune a un signe particulier, comme les humains. Toi, tu vois quelque chose que nous, on ne voit pas. Il faut bien voir. Tous les moutons ne se ressemblent pas. C'est comme les gens, ils ne sont pas tous pareils. Il faut avoir un truc qui ne tourne pas rond dans sa tête pour ne pas le voir. Bonne nuit, Nico et tout le monde. Bonne nuit. Dorénavant, quand je penserai aux bergers, à Georges et à Nico, je les imaginerai assis au milieu de leurs troupeaux, entourés de leurs chiens, tels des vigies au cœur de la nature. À l'aube, je reprends ma route pour terminer mon voyage au point le plus à l'est du pays, au phare de Sulina, qui symbolise pour moi une Roumanie tournée vers l'Orient. Le delta du Danube accueille les dernières boucles du fleuve avant qu'il ne se jette dans la mer Noire. Je suis à l'image de ce fleuve européen, chargé d'histoire, à la confluence de deux mondes où se mêlent la raison de l'Occident et la poésie de l'Orient.
Les motis, les tziganes, les pleureuses et les bergers sont la preuve vivante que des histoires imbriquées peuvent former une nation. Aujourd'hui, de tous les pays d'Europe, la Roumanie est celui qui compte le plus de communautés ethniques différentes. Ces 20 peuples peuvent y pratiquer librement leur foi, leur langue, leurs coutumes et leurs traditions. Ils sont la richesse de la Roumanie. Pour moi, Roumanie est une rencontre. 3000 ans de brassage, de cultures. Nous, on sera toujours comme ça, un mélange de tout. Incompréhensible pour certains, fascinant pour les autres. C'est ça ma Roumanie, un mélange inouï qui fait peur et qui fascine. Et moi, je suis fière d'être roumaine.